Bonjour Daniel, Bonjour Eliana. vous allez bien? Ah oui, alors vous allez nous dire de quoi vous allez parler et je vais vous laisser parler. Je vais commencer par un extrait et ensuite vous comprendrez de qui je parle ce matin. Le camion descendait lentement dans la vallée à travers les collines de Zabulon. À leur gauche s'alignaient les pins d'Alep argentés de la jeune forêt de Balfour. Ils avaient été plantés par le Fonds national. Ah, Daniel. C'était donc des arbres intrus, des arbres hébreux, chacun de leurs troncs sveltes s'enfonçait comme une épine dans l'œil de tout patriote indigène. Aussi organisait-il la nuit des expéditions pour couper les jeunes arbres et arracher les plants de la terre. Et pendant les révoltes, de sanglantes batailles se livraient entre les gardes forestiers hébreux et les massacreurs d'arbres. Quel pays, se dit Joseph, quel pays que celui où chaque pierre, chaque arbre est chargé à haute tension et empesté de souvenirs archaïques. Votre regard se pose sur une paisible maison arabe, mais soudain, votre cerveau émet une étincelle, car vous avez remarqué que l'une des pierres provient d'une colonne romaine brisée par les Maccabées rebelles ou du linteau d'une synagogue byzantine de l'époque de Bar Giora. Alors cet extrait, Daniel, si vous l'avez reconnu, peut-être, sûrement, eh bien c'est un extrait de La Tour d'Ezra, le célèbre livre d'Arthur Koestler, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 5 septembre et c'est le 5 septembre 1905 qu'est né ce grand romancier, journaliste, essayiste juif qui est né en Hongrie et qui plus tard a vécu jusqu'à la fin de sa vie en Grande-Bretagne. Et c'est de lui dont j'aimerais vous parler ce matin. Arthur Koestler qui est né donc dans une famille juive hongroise de langue allemande en 1905, d'une famille, son père était un industriel et inventeur prospère, c'est ainsi qu'il grandit donc à Budapest avec sa mère qui, elle, a grandi à Vienne. Et puis, il va passer une partie de sa jeunesse, lui aussi, à Vienne. Et c'est entre 1922 et 1926 qu'il va étudier l'ingénierie à l'école polytechnique de Vienne. Et puis, il va aussi s'intéresser à la philosophie, à la littérature. Si on est à Vienne, on ne peut pas ne pas s'intéresser à la littérature. Il va faire partie donc d'associations d'étudiants juifs, dont l'une qui s'appelle Unitas. Et c'est là que non seulement il va se familiariser avec le judaïsme, il a beau être juif, il n'a pas véritablement grandi il a grandi dans une famille très assimilée. Et aussi, c'est là qu'il va faire la connaissance de Vladimir Jabotinsky et il va donc adhérer à la cause sioniste révisionniste. Et grâce à cette cause révisionniste, sioniste révisionniste, il va devenir le plus jeune président des associations d'étudiants sionistes et il va fonder le Bétar à Vienne. Ce sera le cofondateur du Bétar à Vienne. Il va être donc porté par cet engouement pour le sionisme et il va partir en avril 1926 en Palestine comme chalout, donc pionnier. Il ne va pas y rester très longtemps, mais il va écrire, raconter quelque part une partie de ses souvenirs et raconter ce qu'il va y vivre dans La Tour d'Ezra, ce célèbre livre dont je vous ai lu à l'instant un extrait. C'est là donc qu'il va s'installer ensuite, après son expérience chaloutique qu'il ne va pas véritablement réussir, il va partir à Haïfa, où il va créer Tzafon, qui est un hebdomadaire en hébreu, ainsi que Srouteinus, qui veut dire notre droit, qui est l'équivalent de la Ligue des droits civiques, pour fournir une assistance judiciaire aux Juifs. Et puis, il va continuer donc dans la voie du journalisme, bien qu'il ait fait des études d'ingénieur. Et entre 1900 et puis il va être pendant 2 ans journaliste à Berlin, où il va rentrer au Parti communiste allemand. Et c'est grâce à cette participation au Parti communiste qu'il va faire plusieurs séjours en Union soviétique dans les années qui vont suivre, ce qui va l'aider pour plus tard, puisque il écrira plusieurs romans sur le monde soviétique. Il va aussi couvrir la guerre d'Espagne pour un journal anglais. Il sera emprisonné, condamné à mort par les franquistes, mais sera échangé en dernière minute contre un prisonnier espagnol. Et c'est de là que va naître un livre qui s'appelle Un testament espagnol, qui au départ, on ne s'attend pas au succès qu'il va remporter. Ce livre va être traduit dans énormément de langues, et c'est surtout c'est grâce à ce livre et à plusieurs d'autres livres qu'il va commencer à se faire connaître. Il va ensuite se rendre compte que l'édition française ne comporte pas la totalité du texte anglais. Il va comprendre en fait que on est en train un petit peu de le censurer, et c'est
avec ceci et entre autres avec son opposition au stalinisme qui ne plaît pas au parti, qui ne plaît pas au monde communiste, qu'il va quitter le Parti communiste allemand en 1938. Pendant la drôle de guerre, pendant le début de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, pardon, il se trouve en France et puis il va être interné en tant que juif au camp de Vernet et puis il va être libéré, va s'engager dans la Légion étrangère et va rejoindre Londres. Cette histoire, on peut la lire dans son livre autobiographique La Lie de la Terre. Et puis il va en 1940 publier peut-être un de ses livres les plus importants qui s'appelle Le Zéro et l'Infini. Et dans ce livre, eh bien, Arthur Koestler est un des premiers à décrire l'emprisonnement et le procès stalinien, l'exécution d'un haut responsable soviétique. C'est peut-être le premier décodage du stalinisme et aussi la première énorme critique de ce mouvement qui, à cette époque encore, eh bien, convainc énormément de personnes dans le monde. Et c'est donc pour cette raison qu'il va se faire de nombreux amis, toutes les personnes eh bien, qui vont apprécier son ouvrage et de nombreux ennemis aussi, on va dire toute la gauche et particulièrement les intellectuels français de gauche, Simone de Beauvoir en particulier, ne l'aimera pas beaucoup à cause de ce livre. Il va donc continuer donc son service dans l'armée britannique pendant la guerre. C'est là d'ailleurs qu'il va rencontrer Jan Karski et c'est lui qui va lire un texte rédigé par Karski pour la radio, L'extermination de masse des Juifs, rapport d'un témoin oculaire, où on en a parlé il y a quelques mois. Il va après, à la fin de la guerre, il va être énormément impressionné par la création de l'État d'Israël. Il va écrire de façon magistrale, il va décrire ce qu'il voit dans l'analyse d'un miracle. Et puis pendant la guerre froide, eh bien, Arthur Koestler sera une personnalité centrale dans la propagande anticommuniste. Il va donc rester en Angleterre et servir la couronne contre les communistes. Et puis il va écrire d'autres ouvrages. Il écrira La 13e tribu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui parlerait en fait, qui dirait que le peuple des Khazars était en fait, le royaume khazar était en fait un peuple juif, etc. Il va donc écrire énormément de romans, énormément d'essais. Il va être extrêmement connu à ce niveau-là. Et puis, il va mourir, il va se suicider en 1983 à l'âge de 77 ans à Londres, puisque c'était à Londres qu'il vivait. C'est donc d'Arthur Koestler, ce chevalier, j'ai envie de dire, contre le communisme et surtout cette personne qui a vécu le monde chaloutique et qui a su le décrire si bien dans son livre La Tour d'Ezra, dont je voulais vous parler ce matin dans Un jour notre histoire. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. Nous allons marquer une petite pause et ce sera tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.